Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Prenez le temps de vous installer confortablement autour de cet écran. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette session des rencontres recherche et innovation organisées par les Hauts-de-France. Et cette rencontre spécifique sur le thème de la ville durable, innovation responsable pour rebondir après la crise, proposée par Picom by Cap Digital. On a une matinée pour explorer avec vous cette vaste question et on est très heureux de pouvoir le faire, malheureusement virtuellement pour des raisons que l'on connaît tous, mais on est quand même très heureux de pouvoir prendre ce temps pour vous présenter en détail ce sujet. Je vais commencer par vous faire une brève introduction de ce qu'est Cap Digital, qui a absorbé, comme vous le savez, le PICOM il y a maintenant un peu moins d'un an. Et je laisserai ensuite Pierre Blanc, le directeur de l'établissement lillois de Cap Digital, vous présenter le programme de cette matinée. Très rapidement, donc, vous rappelez en quelques chiffres clés ce qu'est Cap Digital. Nous sommes un pôle de compétitivité qui a été créé il y a maintenant un petit peu plus de 14 ans, bientôt 15 ans, l'un des plus grands collectifs d'innovateurs du numérique d'Europe, puisque on rassemble aujourd'hui un petit peu plus de 1000 structures adhérentes, dont vous le voyez, une très grande majorité de petites entreprises, de start-up et de PME. 850 start-up et PME sont aujourd'hui adhérentes de Cap Digital, mais aussi un collège important de membres grands comptes, qui sont des grandes organisations privées, des grandes entreprises, des ETI, des EPIC, un petit peu plus de 90 grands comptes, dont une bonne partie sont issus du pôle PICOM. 70 membres EEFR, comme on les appelle, c'est-à-dire des établissements d'enseignement, de formation et des recherches, des universités, des écoles, des laboratoires de recherche, etc. Un collège d'investisseurs privés avec une dizaine de fonds d'investissement, et ça n'apparaît pas sur ce slide, mais également de nombreuses collectivités locales qui nous ont rejoints depuis 2 ans maintenant, suite à l'absorption du pôle de la ville durable qui s'appelait Advancity au sein de Cap Digital, et qui nous a permis de monter en puissance, évidemment, sur tous ces sujets liés à la ville durable dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Cap Digital organise un petit peu plus de 120 événements par an. C'était le cas en 2019 en présentiel. Ça sera le cas également en 2020, avec une bonne partie de nos événements rencontres organisés évidemment en ligne. Et nous sommes également les organisateurs d'un festival que vous connaissez peut-être, un festival qui est organisé à Paris depuis 10 ans maintenant, qui s'appelait Futur en scène, qui s'appelle maintenant Futures, dont la dernière édition était en 2019. Il n'y a pas eu d'édition évidemment en 2020, et qui a réuni lors de cette dernière édition un petit peu plus de 12 000 visiteurs. L'objet de Futur, c'est quoi? C'est de sortir les innovations, les prototypes du garage, pour les présenter au grand public lors de plusieurs journées de festivals, et de permettre à tous les innovateurs qui produisent de l'innovation au sein de notre collectif de confronter leurs innovations à l'utilisateur final, aux citoyens. Voilà. Notre équipe, en quelques mots, on est une petite quarantaine de collaborateurs à travailler au sein de Cap Digital, mais on a surtout un grand réseau de plus de 120 experts que l'on peut mobiliser, qui sont dans une grande majorité d'entre eux des experts académiques, mais aussi des experts business, qui sont mobilisés pour aider nos entreprises à grandir, pour expertiser leurs projets d'innovation, notamment leurs projets de R&D, mais aussi pour les aider à se développer, à accélérer leur croissance, notamment en France ou à l'international. Aujourd'hui, Cap Digital propose 3 grandes catégories de services à ses adhérents. Le premier, qui est un petit peu le cœur historique de l'activité du pôle, ce sont les services d'accompagnement de R&D. On a reçu depuis la création du pôle plus de 3000 projets de R&D qui donc ont été expertisés par notre collège d'experts. Et depuis 15 ans, on a labellisé 1624 projets
Et la moitié de ces 1624 projets, 856, ont pu accéder à du financement public, à des guichets de financement public pour développer leurs projets. On a également toute une activité dite d'accélération, et là on se situe plus à l'échelle du projet, mais bien à l'échelle de l'entreprise. Ces services d'accélération sont dédiés à nos adhérents start-up et PME pour les aider donc à accélérer, que ce soit à travers des services de coaching business, de préparation de business plan, d'aide à la levée de fonds, de coaching RH ou d'aide au développement à l'international. Pour vous donner quelques chiffres clés ou quelques indicateurs clés, on a aujourd'hui 40% des entreprises du fameux Next 40, qui est l'indice de la French Tech, de classement des entreprises à plus forte croissance, les plus prometteuses dans le domaine de l'innovation. 40% de ces entreprises qui sont membres de Cap Digital, c'est 30% si on s'attarde sur l'autre indicateur, le French Tech 120, le FT 120. En 2019, on n'a pas encore tout à fait fini de consolider les chiffres 2020. En 2019, 1 milliard d'euros ont été levés par les entreprises de Cap Digital, et 72% de ces entreprises étaient passées au préalable par nos services d'accélération ou de R&D. J'en profite pour saluer au passage tous ceux qui nous disent bonjour dans le chat. Bonjour Cyril, bonjour Ludovic, bonjour Jean-Yves, bonjour Camille. Dernier point, dernière grande catégorie de services, les services dits de transformation numérique. Et là, on s'adresse plutôt aux grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Ça passe par deux grands types de services, à la fois aider les grandes organisations à ouvrir leur process d'innovation, à faire de l'innovation collaborative avec des startups, des PME ou des laboratoires de recherche membres de Cap Digital. Ça passe aussi par des services d'acculturation ou de formation de leurs équipes internes. On a de nombreux adhérents qui proposent ce type de service et nous aidons donc les grandes entreprises à grandir et à faire grandir leurs collaborateurs sur toutes les nouvelles compétences qui émergent dans le champ du numérique. Voilà, vous dire également que l'on connaît aujourd'hui chez Cap Digital une très grande croissance sur la scène européenne. Depuis la création du pôle, on a été impliqué dans plus de 40 projets européens. Rien que sur l'année 2019, on est impliqué sur une douzaine de projets. C'est toujours le cas en 2020. On est le premier cluster européen à accéder au statut de core partner d'un EIT. Les EIT sont des méta-clusters européens et en l'occurrence, il s'agit de l'EIT dédié à la santé, l'EIT Health. Et on a aujourd'hui un petit peu plus de 230 structures partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Quand on entend structures partenaires, c'est-à-dire des structures avec lesquelles on a travaillé au sein des 40 plus projets européens que j'évoquais au début de cette slide. Donc on est en capacité d'animer un très grand réseau d'acteurs et de structures innovantes dans toute l'Europe. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Évidemment, rappeler que nous avons intégré le pôle PICOM dès le tout début de l'année 2020. L'intégration a été votée en Assemblée générale il y a un an maintenant, en décembre 2019, et qu'évidemment, nous sommes montés en puissance au cours de l'année sur tous les enjeux du retail, avec une promesse forte qui est celle de rapprocher la crème de la crème, on va dire, l'excellence de l'innovation numérique, technologique numérique que l'on a chez Cap Digital, des acteurs du retail historiquement présents chez Picom, et aussi aider tous les acteurs du retail à réfléchir sur les grands enjeux qui sont ceux du développement urbain durable. Ça passe évidemment par des sujets comme la chaîne logistique, la livraison du dernier kilomètre, mais aussi des sujets émergents comme l'économie circulaire. Bref, des sujets passionnants dont on va en partie parler aujourd'hui. Et je laisse justement la parole à mon collègue Pierre, directeur de l'établissement lillois, qui va vous présenter le programme de cette matinée. Bonne matinée à tous et à très vite. Antoine, un grand merci pour cette mise en bouche. Vraiment très, très, très chouette. Comme vous l'a dit Antoine, effectivement, on touche à des secteurs au sein de Cap Digital qui sont diversifiés. Antoine a cité le secteur de la santé, il a cité le commerce.
Mais il y en a d'autres. Il y a également le secteur de l'éducation, le secteur de la culture. Et finalement, quand on ramène tout ça à l'échelle individuelle, on se rend compte que nous sommes tour à tour des consommateurs, bien sûr, des patients, des salariés, des usagers, des spectateurs dans différents domaines. Et effectivement, on se rend compte que ces différents domaines sont interdépendants les uns avec les autres. C'est un mot-clé, je dirais maintenant, de nos sociétés. Cette interdépendance qui se trouve à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du territoire, ce qui conduit d'ailleurs Cap Digital à raisonner de manière à peu près globale à l'échelle du territoire pour construire des bouquets de services qui trouvent les bons équilibres entre ces différentes sphères. C'est une interdépendance à l'échelle aussi de la planète ou du pays. Et je n'argumenterai pas plus par rapport à ce que nous connaissons sur la crise du Covid à l'heure actuelle, où on se rend compte de manière éclatante de cette interdépendance. Et il y a une interdépendance aussi à l'échelle des enjeux auxquels chaque transformation, chaque action d'amélioration est confrontée. Ce sont les enjeux économiques, bien sûr, mais il y a aussi les enjeux écologiques, les enjeux sociaux et les enjeux sanitaires. Et toutes ces interdépendances, finalement, rendent à la fois nos sociétés, nos modèles, nos projets, quelque part fragiles. C'est la raison pour laquelle, je dirais, on a été extrêmement intéressé par la thématique des RRI sur cette notion d'innovation responsable, puisqu'on considère que finalement, cette innovation responsable qui doit nous aider à réinventer nos modèles, les modèles auxquels nous sommes confrontés, doit justement participer à trouver les bons équilibres entre ces enjeux écologiques, économiques, sanitaires, sociaux, et peut-être même de main politique, auxquels chacun et les entreprises et les collectivités sont confrontés. Donc se pose bien évidemment la question d'une innovation qui participe à la transformation de ces modèles, qui soit responsable et qui permette justement de trouver la bonne balance entre ces différentes typologies d'enjeux. Et c'est ça finalement un des enjeux qui se pose sur le pôle globalement, sur notre société bien évidemment, et qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce matin. Et vous voyez bien que c'est vraiment un questionnement qui est au cœur finalement des actions du pôle de compétitivité. De manière induite, bien évidemment, comme on est dans un pôle de compétitivité, la question du levier du numérique va bien évidemment aussi être centrale. Et donc la question qui est juste sous-jacente, c'est en quoi le levier du numérique, finalement, peut être activé pour jouer à la fois sur l'atteinte des enjeux économiques, écologiques, etc. Voilà. Donc nous avons organisé cette matinée en 3 séquences qui sont tout à fait complémentaires, je dirais, pour aborder ces questions. Une première séquence qui va être portée par Françoise Colitis, qui est déléguée adjointe du pôle, et qui pilote en particulier une initiative extrêmement structurante de le pôle que nous appelons la cartographie des tendances, et qui souhaite prendre la température des grandes évolutions des différents secteurs qu'adresse le pôle sur un terme qui est plutôt court, et qui en particulier regarde en quoi le numérique peut être utilisé pour accompagner ces transformations dans ces secteurs-là. Donc c'est un prisme qui part du technologique et du numérique, mais qui ne s'arrête pas à ça, puisqu'on analyse toutes les incidences métiers. Il y a une deuxième séquence dans laquelle James Boyer va nous amener un prisme qui est, lui, plutôt, je dirais, porté par les sciences humaines et sociales. C'est un prisme de chercheur, mais plutôt porté par les sciences humaines et sociales, avec également la même approche, qui consiste à voir comment trouver les bonnes balances entre les différents enjeux. Et puis nous aurons une troisième séquence qui est le plus sur un format de table ronde, dans lequel nous avons réuni des personnes qui viennent du monde de l'entreprise, des personnes qui viennent du monde académique et des personnes qui viennent du monde du conseil, pour nous focaliser un peu plus spécifiquement sur la question du commerce urbain et de la logistique urbaine, et voir comment effectivement, là aussi, quand on engage des transformations sur ces domaines-là, on peut raisonner intelligemment sur les différents types d'enjeux pour trouver quelque part des modèles qui sont plus durables et plus résilients. Voilà, je vais m'arrêter là sur cet exposé, je dirais, de la matinée.
Françoise, si tu veux bien prendre la parole, peut-être te présenter dans un premier temps et effectivement engager la présentation de cette cartographie des tendances que tu as pilotée de manière récurrente et en particulier sur l'année 2020. Voilà, à toi Françoise. Merci Pierre. Alors, oui, je vais vous présenter la cartographie des tendances. Je vois qu'il y a un petit insert là de mode d'emploi. Oui, juste quelques petites Voilà, indications techniques pour voilà, vous pour dire que vous pouvez. interagir, poser Voilà, des questions. exactement. Mais je suppose que maintenant, avec le confinement numéro 2, on est tous devenus extrêmement rompus à l'exercice du webinaire. Donc, comme vous le savez, vous pouvez interagir, faire des commentaires sur ce qu'on dit, poser des questions et on essaye voilà, d'y répondre plus ou moins en temps réel. Vous connaissez tout ça. Alors, merci de l'introduction, Pierre. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Françoise Colaiti, je suis déléguée adjointe de Cap Digital et j'ai le bonheur et le privilège de piloter cet exercice qu'on appelle cartographie des tendances, qui est un exercice de réflexion, de prospective, en fait, sur les principaux enjeux structurants dans nos secteurs. Et cet exercice-là, c'est un exercice collectif. Donc, c'est ce qui en fait aussi à la fois l'originalité et la valeur, je pense. Il repose sur la contribution d'une grosse centaine d'adhérents, d'experts, de membres de l'écosystème du pôle, qui se réunissent dans des stratcamps, donc dans des réunions dédiées à cet exercice de prospective, et qui essayent de réfléchir à ce qui leur a paru vraiment significatif dans ce qu'on vit aujourd'hui et en projection, dans ce qui va arriver sur les 2-3 années à venir. Donc, ce n'est pas un exercice de prospective à 10 ans, hein. C'est plutôt un peu les enjeux structurants tels qu'on les voit. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, si on veut se replonger dans ce type d'exercice, c'est de regarder la progression de ce qu'on a écrit en 2017, 2018, 2019, 2020, et on voit des enjeux devenir significatifs, monter, d'autres dont on parle moins. Donc, c'est un exercice extrêmement intéressant. Et là, mon objectif, ça va être peut-être aussi de vous donner envie de feuilleter ce document. Peut-être, du coup, ah voilà, j'allais dire Antoine, tu peux peut-être mettre le lien, mais voilà. Donc, ce document, il est organisé en 6 grands chapitres, plus un chapitre introductif, donc, et qui correspondent un peu aux 6 grands marchés ou secteurs économiques qui sont adressés par les membres de Cap Digital. Donc, on parle évidemment de ville durable, hein, qui est vous voyez la tête de chapitre en plus gros là, mais aussi de commerce, de santé, d'éducation, d'industrie culturelle et créative, et de technologie, data et intelligence artificielle. Par exemple, sur la ville durable, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les experts d'abord ont été plongés dans le fait qu'on était dans une ville à l'arrêt, puisque cette cartographie des tendances, elle a été travaillée dans les mois de mars, avril, en plein dans le premier confinement. Donc, une ville à l'arrêt, c'est une ville qui a évidemment complètement changé de physionomie. Et à partir de là, les interrogations tournaient autour de quels sont les modèles urbains et leur gouvernance, le partage des données, la mise en œuvre de la modélisation urbaine, la renaturation, la biodiversité. Je pense que pendant le confinement, on a tous eu une conscience aiguë de notre besoin de nature, et la décarbonation de la construction, la rénovation énergétique. Des thèmes comme ça que vous pourrez trouver dans le chapitre Ville durable. Mais en fait, ce matin, moi, je vais plutôt vous parler du chapitre introductif qui s'appelle Impact, et qui est un peu où on a essayé de résumer les grands enjeux transversaux à ces différents marchés, et qui synthétise en quelque sorte l'ère du temps et les choses majeures qui sont perçues par nos experts.
Alors, comme je vous le disais à l'instant, cette cartographie, elle a été rédigée pendant le premier confinement. Et c'était quand même quelque chose, on avait tous le sentiment de vivre une situation assez radicale, une situation comme le sociologue Marcel Mauss appelle ça un fait social total, c'est-à-dire c'est quelque chose qui caractérise un fait social intrinsèquement multidimensionnel, puisque l'économie est à l'arrêt, la culture est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Et en même temps, cette situation radicale, elle a été très propice à la réflexion. Je pense que tous étaient engagés dans. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive, voilà. Bon. Et cette réflexion, elle a un peu, comme le disait tout à l'heure Pierre, mis en évidence ce phénomène d'interdépendance. Beaucoup d'entre nous ont eu la conscience aiguë que finalement, tout est lié, je dirais. Voilà. Et voilà, je pense que c'est une situation que Edgar Morin a paraphrasée. Voilà, je pense que j'ai repris cette phrase ici. C'est la révélation que les bouleversements que nous subissons, tout ce qui semblait séparé est relié, puisque une catastrophe sanitaire, en fait, catastrophise, enchaîne la totalité de tout ce qui est humain. Voilà, je pense que si on doit retenir un mot-clé, c'est effectivement ce tout est lié. Et c'est une notion qui a vraiment traversé le travail que nous avons fait dans cette cartographie. Alors, donc, pour revenir à des considérations plus sectorielles, donc à Cap Digital, on est malgré tout des professionnels du numérique et notre analyse a porté beaucoup sur le rôle du numérique pendant la crise. Donc, et ça a beaucoup été dit. On a parlé des numériques, puisque en fait, le numérique a été à la fois un vecteur de résilience, puisque malgré tout, on a continué à travailler, on a continué à s'éduquer, voilà. Mais aussi quelque chose par lequel qui a révélé en fait toutes nos fragilités, toutes nos vulnérabilités, et une situation donc qui nous a interpellés par rapport au rôle du numérique. Quel est le numérique? Quel numérique? Numérique en temps de crise. En fait, là, je vous ai repris la charte graphique et le bandeau qu'on a utilisé pour une série de conférences, de webinaires qu'on organise avec l'UNESCO sur justement les numériques en temps de crise. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à participer à cette série de webinaires. Donc, quel numérique voulons-nous pour la société et comment cette situation nous a fait réfléchir aux différents numériques voilà, qui étaient à l'heure aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure que ce qui était intéressant aussi, c'est de voir cet exercice de cartographie dans la durée, donc avec les années qui passent et les thématiques qui émergent. Bon, en particulier dans la carto précédente, on s'était beaucoup inquiété du fait que la parole scientifique, en fait, était devenue un peu une parole parmi d'autres. C'était l'époque où on parlait des vérités, des faits alternatifs, des vérités alternatives. Et la formation de l'opinion dans un débat éclairé, avec des citoyens éclairés, dans un exercice démocratique normal, nous paraissait être une situation qui était déjà mise à l'épreuve avec le complotisme, les fake news, la manipulation, les bulles de filtre, etc. Et donc, on assistait déjà à la montée en puissance d'une espèce de crise de confiance généralisée. Alors voilà, aujourd'hui, deux exemples de ce phénomène dans un climat anxiogène aussi de la crise sanitaire, un phénomène de défiance qui continue à prendre de l'ampleur. Donc on l'a vu avec les débats autour de la 5G et sur la droite de l'écran, en fait, ce que j'ai pris, c'est une illustration du New York Times à propos du mouvement Black Lives Matter et des réactions suscitées par les manifestations de soutien de Facebook, Twitter et YouTube au mouvement Black Lives Matter, alors que l'utilisation de ces plateformes-là par des groupes qui propagent la haine de l'autre ou le racisme a pu être mis en évidence. Donc, c'était un peu
larmes de crocodile des géants des réseaux sociaux. Donc, crise de confiance, mais cette année, on l'a analysé un peu de façon un peu différente. C'est aussi une prise de conscience, nous semble-t-il, que les technologies ne sont pas neutres, en fait, et que leur déploiement sert un certain modèle de développement et qu'on a le droit de questionner ce modèle, en fait. À quoi sert l'innovation? Est-ce que la technologie est forcément porteuse de progrès? Donc, cette idée du progrès, on avait déjà commencé à questionner l'année dernière. Ouais, on l'a remis sur le chantier pour nous interroger sur cette interrogation. En fait, est-ce qu'on est en train de vivre un moment technocritique pour reprendre l'expression de l'historien François Jarry, qui a écrit Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. Donc pour lui, la critique des techniques a été assimilée à une lutte contre le progrès, et c'est quelque chose qui date de la première révolution industrielle. J'ai toujours eu ces débats. Et si on se recentre sur notre sujet qui est principal, le numérique, on a vu cette année se développer de multiples propositions de reconstruction d'un autre numérique, d'un autre web. Là, donc, je vous ai mis le low-tech, le small tech, le slow web. Bon, le slow web, par exemple, qui se présente comme une réaction face au fast web, justement, donc aux addictions générées par les réseaux sociaux. Un slow web qu'on compare quelquefois au bio, le bio du web, c'est-à-dire en fait cette intention de retour aux sources de l'intention initiale du web, la lutte contre les dérives d'une surconsommation, un modèle plus raisonné. Voilà. Donc, de multiples propositions qui illustrent ce souhait de réinventer, de se re-questionner sur la technologie. Et dans ce questionnement, en fait, donc on a essayé de distinguer les différentes dimensions de ce questionnement. Donc la dimension sociale, notamment les inégalités face au numérique, les inégalités dans l'accès aux services publics, à l'éducation, les travailleurs du clic, etc. Donc toute cette dimension sociale. Une dimension politique aussi autour de la question des données, de la gouvernance des données, la surveillance sur Internet, les communs, la souveraineté technologique. Donc c'est aussi des questions qu'on a abordées. Une dimension aussi économique, en fait, sur la globalisation, jusqu'où ira la globalisation, en fait, la mondialisation des systèmes productifs, du commerce international. Donc j'ai choisi cette photo. Il y a un peu l'effondrement du modèle. C'est bon pour traduire cette interrogation. En fait, il y a une autre forme, il y a une forme de derrière cette mondialisation du commerce, là, il y a une autre forme de mondialisation qui est en fait la mondialisation des données, et un modèle économique de plateforme qui sont des entreprises à vocation globale, la mainmise des données par les géants mondiaux. Et si on parle de ville durable aujourd'hui, parlons de la ville et du territoire. On voit les géants comme Google à travers ces différents avatars que sont Google Maps, Google Ads, Waze, etc. se donnent les moyens de devenir l'intégrateur des données urbaines à l'échelle mondiale. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de réflexion autour de la souveraineté qui est apparu très très fort. Comment pouvoir développer des solutions alternatives à cette globalisation des données. Et enfin, bien sûr, la dimension environnementale, la consommation énergétique du numérique, l'extractivisme, la question des terres rares, voilà, l'obsolescence programmée. Et là, j'ai choisi un résumé sur une infographie issue des travaux du Shift Project,
voilà, résume bien tout l'impact, l'effet rebond, la consommation des terminaux, le caractère insoutenable de la croissance de la vidéo sur les dimensions énergétiques et le fait que malgré tout, 60% de la population mondiale n'a toujours pas accès au web. Donc, encore souligner ces inégalités-là. Alors, donc, on vit une crise et en période de crise, pour mieux comprendre ce qui nous arrive, il n'est pas inutile d'écouter ce que nous apprend une perspective historique. Et là, en fait, j'ai choisi 2 illustrations assez contrastées. À gauche, on est en 1720, c'est la peste de Marseille. Et voilà, j'ai voulu illustrer ici une des réponses à l'épidémie qui a été apportée, c'est-à-dire on a isolé la ville et une réponse finalement à la fois économique et politique radicale qui a été apportée. Une autre facette de cette question, à droite, là, nous sommes en 1870, et c'est le percement du boulevard Haussmann. C'est une photo qui est issue d'une exposition au pavillon de l'Arsenal sur les enjeux à la fois physiques, climatiques et sanitaires de l'urbanisme. J'ai choisi justement à cause de ça, pour montrer que dans cette conception-là, il y avait un objectif politique évident, un objectif sanitaire. On pensait aussi que pour lutter contre les épidémies comme la variole, il fallait aérer. Voilà, donc un objectif d'urbanisme et le mélange de tout ça. En fait, cette perspective historique, sans prétention, évidemment, parce que nous ne sommes pas historiens, on a essayé de trouver des repères et aussi de faire des références à des historiens comme Patrice Bourdelais qui nous disent l'importance d'adopter une vision systémique, en fait, penser système pour comprendre les grandes crises, être en mesure d'articuler plusieurs dimensions que sont évidemment l'épidémiologie, l'histoire des bactéries et des virus, les conditions sociales, économiques, la nutrition, les grandes révolutions scientifiques et puis les ripostes politiques amenées par l'État, les collectivités sur la mise en place de systèmes sanitaires, de quarantaine, etc. Donc, penser système et repenser aussi finalement l'articulation avec la recherche scientifique, les grandes découvertes. Alors, donc, vous avez peut-être reconnu cette image qui est assez dramatique, qui montre l'assèchement de la mer d'Aral. Sommes-nous entrés dans une ère anthropocène, en fait? Les scientifiques considèrent aujourd'hui que l'action de l'espèce humaine sur la planète laisse une trace et que cette trace, en fait, elle est similaire à ce que les géologues utilisent comme paradigme pour rythmer l'histoire de la Terre. Et donc, on parle d'anthropocène comme d'une nouvelle ère géologique, voilà, et caractérisée par cet impact de plus en plus net sur les grands équilibres de la biosphère et sur le poids sur les ressources naturelles. Et donc, je parlais d'articulation entre les nouveaux paradigmes scientifiques qui sont avancés et le reste de la société. Je crois que l'homme a changé, donc, par son action sur la biosphère, change la dynamique du système Terre. Et donc, on a besoin de réfléchir à ces nouveaux paradigmes et à une redéfinition donc, des formes d'habiter le monde. Voilà, donc Michel Serres, par exemple, sur le plan philosophique, avec le contrat naturel, voilà, part de ce constat de l'impact des activités humaines sur la planète et avance le concept selon lequel le monde, la nature, devient un acteur à part entière et un acteur majeur de l'histoire. Et donc, il faut compléter le contrat social de Rousseau, d'une certaine façon, avec un contrat naturel entre l'homme et le monde. Sur la droite, là, le schéma, là, en fait, il illustre comment ces idées
de contrat naturel et du lien entre l'homme et la nature se déclinent dans d'autres secteurs que la philosophie. Donc là, on est dans le domaine de la santé et ce dessin est le logo de l'approche qu'on appelle One Health, donc santé globale, en fait, qui promeut une approche intégrée et systémique, enfin, et unifiée entre la santé publique, la santé animale et la santé environnementale. Et bon, en particulier, cette approche vise à mieux affronter les maladies émergentes et les risques pandémiques. Alors, voilà, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a conscience du fait que tout est lié, où atterrir, pour paraphraser Bruno Latour, quel territoire, quelle solidarité, quel commun mérite d'être défendu. En fait, Bruno Latour explique cette nécessité de se réinventer. Vous savez qu'il a mis en place, proposé des cahiers de doléances en fait pour susciter une mobilisation qui parte du terrain autour de ces questions fondamentales. Voilà, et en même temps qu'il s'interroge sur la raison pour laquelle on est complètement tétanisé. Dans cette conférence-là, il cite le journal Le Monde, il sera bientôt trop tard, écrit avec une police de caractère énorme, et malgré ça, on se sent totalement tétanisé. Et donc, l'antidote, en fait, à cet immobilisme, à cette inquiétude, cette incapacité à savoir par où prendre le problème, donc il propose, et à notre tout petit niveau, très modestement, je pense qu'on peut s'inscrire dans cette philosophie de dire qu'il faut reconstruire en fait par le territoire, par la base, par les acteurs économiques, par les citoyens, par les individus, etc. Reconstruire ces systèmes de solidarité. Donc, cette approche bottom-up, en fait, à partir des acteurs de terrain, des chercheurs, des collectivités, en fait, nous, on est très sensibles à ça parce que c'est notre ADN, cluster comme Cap Digital, c'est notre métier, c'est notre vocation, c'est notre mission d'animer des groupes de réflexion. Voilà. Et ce travail de cartographie que je viens juste d'esquisser, en fait, il sert de toile de fond, finalement, de référentiel à ces actions, puisqu'on essaie d'identifier les enjeux les plus structurants sur le numérique de demain, sur la résilience, la souveraineté du numérique, etc., pour pouvoir ensuite déclencher vers l'action, monter des projets, monter des initiatives, etc. Par exemple, sur les modes de vie et le rôle du numérique, on a vraiment conscience, et là vous l'aurez compris dans cette brève introduction, que le numérique tel qu'il se développe actuellement pour schématiser, on va dire, dans la main de quelques grands acteurs mondiaux, crée beaucoup de dépendance à ce qui est lointain, et il n'est pas un facteur d'autonomie. On a parlé de problèmes de souveraineté, ça. Le développement des infrastructures et des services numériques par ces acteurs mondiaux, en fait, produit une dépendance et des monopoles de fait. Du côté des usages, il y a une forte demande, par contre, de proximité et de lien. Je pense que la crise a évidemment révélé ça. Et donc, une forte priorité, nous semble-t-il, à reconstruire localement avec les acteurs de terrain, avec les collectivités, avec les entreprises, les conditions d'une innovation responsable et d'une innovation aussi de proximité. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec une grande initiative européenne, dont je voudrais juste dire 2 mots en conclusion, qui s'appelle SUMITI, SUMITI comme Sustainable and Human City. Le sujet donc qu'on adresse, c'est les nouveaux modes de vie urbains. Et donc les nouveaux modes de vie urbains caractérisés par je dirais 3 mots-clés: sobriété, donc une consommation énergétique raisonnée et
une attention aux ressources naturelles, donc sobriété, résilience, évidemment résilience par rapport au changement climatique, crise sanitaire, pollution, etc. Et inclusion, inclusion sociale, cohésion territoriale. Sobriété, résilience, inclusion, un peu les trois mots-clés qu'on va développer dans cette grande initiative, donc qui réunit une trentaine de partenaires, des acteurs de terrain, des syndicats professionnels, des réseaux qui sont vraiment en lien avec les acteurs économiques et les collectivités, des collectivités, des industriels, des PME. Donc, ce qu'on veut faire, c'est proposer aux collectivités et aux PME qui veulent s'engager dans la transition numérique et responsable, avec les trois mots-clés que j'ai dit tout à l'heure, voilà, et participer et s'engager vers la définition de nouveaux modes de vie urbains, voilà, et de nouvelles façons d'innover. Et donc, notamment, une nouvelle façon de mettre le numérique et l'intelligence artificielle vraiment comme levier de cette transformation. Alors, pourquoi on pense qu'il y a beaucoup de travail à faire? Je pense qu'il y a énormément d'intentions dans les PME et dans les collectivités, de prise de conscience du fait qu'on doit changer nos façons de faire, on doit changer nos façons de développer l'innovation, mais souvent aussi chez ces partenaires-là, une espèce de par où commencer, enfin où atterrir, comme on disait tout à l'heure. Et donc c'est un peu ce qu'on veut faire avec Sumiti. Si on prend on pense que la force de ce consortium, c'est justement cette capacité à aborder les choses de façon systémique et à penser système. Si par exemple on veut mettre en place des nouveaux services dans le domaine de la ville circulaire et de l'économie circulaire, la mise en commun de données, d'éléments de service entre des acteurs publics que sont les collectivités et un certain nombre d'opérateurs privés et d'entreprises, pour pouvoir mettre en commun ces données, avoir une vision un peu système de ce que c'est que le tri, le recyclage, le double emploi, les bases de l'économie circulaire. Et c'est ce qu'on veut faire dans Sumiti, apporter vraiment toute l'énergie, l'intelligence, les technologies du numérique et de l'IA pour apporter, construire des solutions durables avec les PME et les collectivités. Donc, juste pour terminer, je voudrais terminer sur cette photo que j'aime beaucoup. D'autres futurs sont possibles. Vous savez sans doute que c'est le motto de Cap Digital. D'autres futurs sont possibles. Bon, notamment, donc, d'autres modèles d'innovation sont possibles et on y travaille fortement. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de feuilleter notre livre, notre travail. Et évidemment, je serai ravie de répondre à vos questions dans le chat ou dans les questions. Merci. Merci beaucoup Françoise, c'était vraiment passionnant. Un grand merci. Je vois que Ludovic nous a posé une question dans l'onglet questions. Est-ce que Antoine, mais je ne connais pas forcément la manipulation, tu auras la possibilité de l'afficher, sinon je vais la décrire. Voilà, parfait. Merci beaucoup Antoine. Françoise, on parlait de transformation digitale, elle également sur une transformation humaine dans son comportement ou les relations entre les acteurs, les citoyens, le vivre ensemble. Oui. Oui. Je sais pas, oui, mais si on essaie. Enfin, la transformation numérique, pour nous, ce n'est pas une question de technologie. Hein. Il y a une question de technologie. Et il y a dans le collectif Cap Digital toute une communauté d'acteurs extrêmement pointus en data, en intelligence artificielle, etc. Mais quand on parle de transformation numérique, on fait référence effectivement à la façon dont tout ceci infuse dans la société et de façon transverse aussi dans tous les secteurs de l'économie.
C'est une question qui avait été posée au tout début de ton intervention, Françoise, donc je pense que tu as déjà bien répondu au cours de cette présentation. Et c'est vrai qu'on dit souvent chez Cap Digital, pour résumer les choses, qu'on veut remettre l'humain au cœur de la technologie et non l'inverse. Et je pense que ça illustre assez bien quelle est notre approche très human-centric. Et c'est un des grands enseignements de cette cartographie des tendances et des différents projets. Et ils sont nombreux qu'on peut porter chez Cap Digital, donc projet Summity dont tu as parlé. Summity, on le rappelle, pour Sustainable and Human City, ce qui prouve bien quelle attention on porte à ces enjeux. Voilà. Ludovic a posé une autre question dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir les contacts des intervenants? Françoise, tu es d'accord pour que j'affiche ton adresse email et celle de Pierre et la mienne, comme ça, vous aurez directement nos contacts. N'hésitez pas, évidemment, à nous écrire.